Bonjour à tous, bonjour. Merci tout d'abord d'être connectés pour le premier webinaire de Rivega France. Je me présente, je m'appelle Nicolas Tribalier, donc je suis le responsable commercial pour toute la zone francophone de Rivega. Et aujourd'hui, on commence avec ce premier webinaire pour présenter un petit peu les enjeux de la construction en 2020 et surtout comment peut répondre une société comme Rivega par rapport à ces enjeux de la construction. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que vous avez un écran à droite qui vous permet de poser des questions. Pour donner un petit peu plus de fluidité au webinar, je me permettrai de répondre à vos questions en fin de présentation. Pour tout ce qui est replay et si vous le souhaitez avoir la copie de la présentation, je pourrais vous l'envoyer sur simple demande. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, le thème aujourd'hui du webinaire de Rivega sont les enjeux de la construction en 2020. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu notre société, qui on est, d'où on vient. Ensuite, on va voir tout ce qui est efficacité énergétique, donc d'où est née toutes les réglementations aujourd'hui thermiques que l'on peut connaître et surtout ces évolutions à venir, et les solutions et les services qu'on peut corréler et apporter par rapport à ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la société Rivega fait partie d'un groupe qui s'appelle RG Pearl, et ce groupe est composé de plusieurs sociétés. Les deux fondateurs sont deux personnes qui s'appellent Werner Ritzi et Werner Gamper, qui ont créé la première société en 98, qui est Rivega. Donc, Rivega pour Werner, et GA pour Gamper, et RI pour Ritzi. Il faut savoir que cette société se situe dans le sud Tyrol, donc dans le nord de l'Italie, dans les Alpes. Donc, on est entouré des Dolomites. Et donc, on a un environnement qui est, on va dire, a toujours été un environnement extrême et, on va dire, de type montagnard, comme on peut connaître sur l'arc alpin ou les Pyrénées sur le marché français. Ensuite, on a donc Rivega s'est développé. On a ensuite créé une autre société qui s'appelle Trois Termes, qui répond là aujourd'hui à tout ce qui est solution pour l'acoustique et l'isolation thermique. Donc ça, c'est des choses qu'on ne développe pas encore sur le marché français. On est encore qu'au balbutiement. Roofrock, c'est une société aussi italienne qu'on a créée sur tout ce qui est fixation. Ensuite, Gramint, là, c'est tout le programme Rivega qui est apporté sur les marchés de l'Est, Slovénie, Croatie. Et une donnée très, très importante pour le marché français, surtout, c'est l'année 2007, puisque en 2007, on crée notre propre société productrice qui s'appelle Sinver. Et donc, on devient fabricant de nos produits qu'on va voir ensuite. Donc, la société Sinver est située en Allemagne, à côté de Cologne. Et pour finir, Unibao a été un rachat d'une société qui appartenait avant au groupe Monnier. Et donc, c'est une société pour tout ce qui est distribution des produits du groupe sur le marché autrichien. Donc, pour ça, le groupe, aujourd'hui, on a passé 30 millions d'euros. On a une centaine de personnes qui travaillent sur le terrain, agents commerciaux salariés et plus de 110 salariés. Alors, comme je vous disais, la chose très importante pour tout le groupe et ses sociétés, au-delà de Rivega, c'est Sinver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Sinver est une société productrice. Donc aujourd'hui, on produit nos membranes, on va le voir tout à l'heure. Et il y a eu un développement et un investissement qui a été fait au début de l'année où on a rénové toute l'usine et agrandi pour augmenter notre capacité de production. Alors, qu'est-ce que Sinver fabrique? Et du coup, par le biais, qu'est-ce que Rivega est spécialiste et fabricant? Tout ce qui est closoir rouleau, donc ça, on va le voir ensuite à quoi servent ces typologies de produits. Les membranes HPV, c'est-à-dire membranes hautement perméables à la vapeur, on va voir aussi ce que c'est, et par et frein vapeur. Donc, on appelle ça plus ou moins des membranes. Ensuite, tout ce qui est adhésif d'étanchéité. Alors, la situation aujourd'hui du groupe, il faut savoir que nous, on parle du marché français. Euh, alors, l'efficacité énergétique NZ2B, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la réglementation thermique française découle
de la NZ2B, qui a été une directive européenne qui était, le but était de développer au maximum l'efficience énergétique dans chacun des pays. Il faut savoir que on avait des objectifs qui étaient clairs, c'est d'arriver à un objectif commun dans chaque pays européen, le Nearly Zero Energy Building, c'est-à-dire des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie. Il faut savoir que toutes les réglementations thermiques françaises sont nées de cette directive européenne. Et nous, la société Rivega étant italienne ou en ayant une structure aussi en Allemagne, si vous voulez, chaque pays derrière adopte et crée des lois et des directives pour respecter cet objectif qui s'appelle NZ2B. Donc, c'est peut-être une donnée qui est un petit peu moins connue sur le marché français, mais tout naît d'une décision européenne et commune d'améliorer l'habitation et surtout l'efficience des bâtiments. Pourquoi? Pour aller derrière réduire énormément la consommation énergétique dans l'Union européenne, avoir et un objectif qui avait été calculé, qui est qu'en 2021, aujourd'hui, tous les bâtiments neufs sont des bâtiments passifs. On va voir ce que ça veut dire. Et cet objectif, c'était le 20-20-20, ce que vous voyez en haut du slide, c'est-à-dire la réduction de 20% des consommations énergétiques. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que 40% de la consommation de CO2, les gaz à effet de serre européens, venaient de l'habitation. Donc on l'a vu, pour résumer ce slide qui est très important, les objectifs, la consommation nulle, on va voir ce que c'est, on appelle ça des bâtiments passifs. Ensuite, vous allez avoir la sauvegarde de l'environnement, évidemment en réduisant énormément l'empreinte carbone. On va l'augmenter par des avantages fiscaux, ça vous le connaissez peut-être par les lois énergétiques ou de rénovation. Et une donnée importante qui est peut-être méconnue sur le marché français, l'augmentation du confort dans l'habitat, on va voir aussi ce que c'est. Alors, je vous ai mis juste à droite du slide une petite pyramide énergétique qui explique bien où on est aujourd'hui, le parc immobilier français. La fameuse RT 2012 que vous connaissez peut-être, qui est la réglementation thermique 2012, où on avait cet objectif de descendre en dessous des 50 kWh mètre carré. Ce que vous voyez, et surtout qu'il faut retenir sur ça, sur cette pyramide, c'est que la moyenne française, on est sur des classes E. Donc c'est très important de faire valoir ça, c'est-à-dire que on parle beaucoup du neuf, mais l'enjeu aussi sur la rénovation, on le verra plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a un parc immobilier qui est vieillissant. Vous avez peut-être aussi entendu parler de passoires thermiques. Donc on va avoir tout ce travail de rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Alors la situation en France sur la réglementation thermique, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que on devait mettre en place la RE 2020 au tout départ de l'année 2021, mais elle a été reportée par le fait de la crise du coronavirus. Mais l'objectif, les grandes lignes, plus ou moins, on les connaît. Il reste encore à définir des points très précis qui vont être des dernières sources aujourd'hui. Fin d'année, on va remettre des choses bien précises sur le critère de la RE 2020. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, on va augmenter les capacités et de performance des bâtiments par rapport à la fameuse RT 2012, c'est-à-dire que notre bâtiment va consommer moins d'énergie et en plus, on va incrémenter dans cette nouvelle RE 2020 la possibilité d'avoir des critères qui n'étaient pas du tout mentionnés auparavant dans des habitations, comme par exemple le confort d'été. J'y viens sur ce terme parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler. Le confort d'été, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne voit plus la maison et son isolant comme protégé que du froid, mais surtout maintenir une température qui apporte un confort. Alors pourquoi confort d'été? Parce que très souvent, si vous connaissez, quand on est sous comble ou autre, on a le sentiment qu'on augmente, il y a des chaleurs énormes et c'est ce qui est désagréable. C'est-à-dire qu'on a des températures trop élevées et donc du coup, on utilise des climatiseurs pour faire abaisser la température du bâtiment. Donc l'idée, c'est de créer au maximum des bâtiments demain qui sont efficients aussi bien l'hiver que l'été. Et là, du coup, on apporte ce degré de confort qu'on a vu sur le premier slide, qui est le confort dans l'habitat. Une chose aussi importante qu'a voulu faire la France, c'était de mettre dans sa fameuse RE 2020 la mise en place d'un cycle de vie de construction. Alors, par rapport à ça, ils ont déjà lancé un protocole qui s'appelle E+, c'est moins, énergie plus, moins de carbone, pour
expliquer le terme. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer des bâtiments. Aujourd'hui, on va calculer l'empreinte carbone qu'a le bâtiment durant sa phase de construction, mais aussi durant sa phase de vie, et ainsi comprendre si on fabrique bien nos maisons. Tout ce principe aujourd'hui de construction, on va dire, est nouveau pour nous. Donc, évidemment, il va y avoir des logiques et des barrières à faire tomber par rapport à ça. Mais ces critères E+, C-, vont faire quoi? Vont faire qu'on va parler de peut-être nouvelles typologies d'isolants, nouvelles typologies d'enveloppes. Et c'est là où Rivega va pouvoir apporter des solutions. Alors, les objectifs de tout ça, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure par rapport à la NZ2B. C'est économie d'énergie, évidemment, la réduction de la pollution et surtout de l'empreinte carbone, qui est une donnée très très importante qui sera mise en place dans la RE 2020. L'amélioration du confort d'été, donc on va l'expliquer, mais aujourd'hui très souvent c'est ramener de la masse. On va voir sur de la masse isolante et surtout mieux gérer la conception même de nos bâtiments pour éviter tout ce qui est déperdition et ainsi améliorer le confort habitatif qu'on voit comme dernier objectif. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'évolution, d'où on vient et où on veut aller. Alors, il faut savoir qu'avant, les maisons, on les construisait d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on avait la combustion, ce qu'on appelle fossile, au 19e siècle, où on a commencé à faire chauffer nos habitations, et c'était le principe d'une maison qu'on appelle active. On augmentait la chaleur, mais par contre, on ne se souciait pas des déperditions de cette chaleur. Dans le cas véritablement, puisqu'on n'avait pas d'isolant thermique. Ensuite, il y a eu la crise du pétrole. Et cette crise du pétrole dans les années 70, ça fait comprendre quoi? Les enjeux aujourd'hui de l'environnement, de notre planète, mais surtout que cette énergie fossile avait un véritable coût et qu'il fallait se soucier de la conception même de nos bâtiments. Et dans les fin des années 90, début des années 2000, la naissance des projets passifs et par le fait de la NZ2B poussait petit à petit à un objectif de bâtiment passif. Alors, je vais y venir sur ce terme, c'est quoi un bâtiment passif? C'est-à-dire que le bâtiment se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'on ne considère plus le bâtiment comme ayant un pouvoir d'isolant avec un chauffage performant, c'est-à-dire on va préconcevoir le concept de la maison et de l'habitation pour qu'il y ait un minimum de consommation d'énergie. Donc l'implantation, par exemple, d'énergie renouvelable, l'orientation de la maison, ça va être toutes ces choses-là qui vont permettre au maximum d'éviter tout ce qui est refroidissement l'été et réchauffement l'hiver. Alors, il y a peut-être un meilleur exemple pour expliquer d'une manière imagée qu'est-ce qu'une enveloppe passive et une enveloppe active. Eh ben, vous prenez le cas du café. En fait, les maisons actives, c'est la maison des vieilles cafetières. C'est-à-dire qu'on va avoir le café qui va être créé et pour garder cette chaleur du café, on va avoir une résistance et on va faire toujours chauffer ce café. Par contre, vous le voyez sur l'image et la photo thermique qu'on voit à droite, vous avez une déperdition énorme de chaleur. Donc, il faut toujours réchauffer en continu. En revanche, une enveloppe passive, c'est quoi? C'est je crée de la fraîcheur dans le cas de l'été ou je crée de la chaleur en hiver. Je vais au maximum essayer de conserver cette chaleur ou cette fraîcheur. Et là, on le voit par exemple avec un thermos. Alors, il faut savoir que des maisons passives où l'objectif de construction passive, ça dit quoi? Ça dit que déjà, on va améliorer la qualité de nos chantiers. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de protocoles comme Passive House, Maison Passive, Minergie, vous en avez différents qui, eux, vérifient l'exactitude de ce que je vous ai dit du concept. C'est-à-dire que au-delà de ce qui est écrit sur les objectifs du papier, les objectifs de résultats, eux, ils vont les vérifier étape par étape. Donc ça, c'est des organismes et des labels privés qui permettent au maximum de suivre ces habitations-là. Donc ça existe déjà. Ensuite, ça va être un meilleur besoin d'énergie, donc plus efficace. Et on va avoir une amélioration du confort habitatif bien plus important. Alors nous, le groupe Rivega, où on agit par rapport à ça pour ces nouveaux enjeux de construction? On va agir sur ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Alors, c'est un grand terme et encore une fois, comme la cafetière, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Il faut savoir que
la maison, on peut la prendre de la même manière que le pull, le kawaii et le coupe-vent respirant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une bonne enveloppe du bâtiment, c'est une enveloppe qui est isolée, étanche à l'air, étanche au vent, où il y a un contrôle de la vapeur. Ça veut dire quoi tout ça? Eh ben, on prend l'exemple du pull, c'est-à-dire que le pull qu'on voit en laine à gauche, ça serait l'isolant thermique. En revanche, on n'a aucune étanchéité à l'eau avec, c'est-à-dire que si on va dehors, on va prendre l'eau avec le pull, et on n'a aucune étanchéité à l'air et au vent. Si on met par contre dessus un kawaii, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir cette action d'étanchéité à l'eau. Par contre, le contrôle de la vapeur ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que le kawaii, comme on connaît aujourd'hui, va bloquer la transpiration qu'on peut avoir et donc cet effet où à un moment le pull peut se mouiller. Aujourd'hui, pour les personnes qui font du ski ou autres, connaissent peut-être cette technologie de vêtements comme le Gore-Tex, qui est une technologie qu'on appelle respirant. C'est-à-dire qu'on va avoir un produit, pour le coup, là, qui va être coupe-vent, étanche à l'eau, comme le kawaii, mais par contre, va permettre de réguler, la vapeur d'eau et donc la transpiration de la personne qui porte le blouson. Eh ben, il faut comprendre que ce concept-là, on va essayer au maximum de le reproduire sur nos habitations. Et c'est là que Rivega va agir. Alors, il y a un premier concept qu'il faut comprendre pour un bâtiment, c'est que la plupart du temps, le toit, les plus grandes déperditions d'un bâtiment sont sur le toit. Et une des premières des choses, surtout sur le confort d'été, à savoir, c'est de bien ventiler le toit. Je prends le cas du sud de la France, par exemple, on voit encore des toits qui ne sont pas ventilés. La ventilation aujourd'hui du toit, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va faire abaisser énormément, surtout en période estivale, la température qui va arriver sur l'isolant. C'est une chose très très importante, surtout l'été. Et donc la ventilation va permettre de créer ce flux d'air sous la couverture et qui va permettre de réduire énormément la température qui va arriver sur l'isolant. Il faut savoir nous on a fait des calculs, une bonne ventilation de toit permet en moyenne de faire abaisser de 15 à 20 degrés la surface qui va arriver sur l'isolant. Donc c'est très très important si vous connaissez la chaleur qu'on peut avoir dans nos combles et dans nos maisons. C'est un critère prépondérant. Alors comment on ventile le toit? On va avoir des solutions chez Rivega pour effectuer cela. On va avoir déjà une gamme de ce qu'on appelle les closoirs ventilés. Rappelez-vous, c'est ce qu'on fabriquait. Des accessoires pour la ventilation, donc en entrée d'air, des peignes, des grilles, qui va nous permettre de créer cet effet qu'on appelle un effet Venturi, un effet courant d'air entre les lithos et les contre-lithos, si vous voyez bien la photo et les flèches, et qui va permettre de créer ce flux d'air, abaisser la température sous toiture. Il faut savoir que vous avez toute une gamme complète qu'on voit ici, comme par exemple, je vous ai pris l'exemple d'un closoir à rouleau, donc de notre gamme. Donc, vous allez avoir différentes typologies de bandes alu, différentes typologies de tissu central, et ça va vous permettre de le mettre selon la couleur de la tuile, selon le galbe de la tuile, où on est sur de l'ardoise. Et ça, on va permettre de créer cette ventilation en fêtage. On le voit ici, sur une pose, on va créer avec un litho de fêtage une surélévation qui va nous permettre de créer ce flux d'air. Donc, une fois qu'on a fait l'entrée d'air en avant-toit et on a mis ce closoir, ça va nous permettre de créer ce flux. Ensuite, on va parler de l'enveloppe. Une fois qu'on a bien ventilé nos toits, on va agir et là, on va commencer à poser, si on est dans le cas de l'ossature, des pare-pluies. Si on est dans le cas d'un toit isolé, on va utiliser ce qu'on appelle un écran de sous-toiture. Qu'est-ce que vont faire ces produits-là? Donc, c'est un produit qui va permettre de protéger et imperméabiliser à l'eau, contrôler la vapeur et surtout une chose importante, c'est un produit qui est très respirant, comme le Gore-Tex qu'on a vu tout à l'heure. En revanche, c'est un produit qui est étanche à l'air, mais aussi, quand on dit étanche à l'air, étanche au vent, c'est-à-dire l'air qui vient de l'extérieur. C'est un critère très important et souvent méconnu sur le marché français. Prenez l'exemple, c'est comme si vous avez un écran de sous-toiture et vous ne fermiez pas votre blouson. C'est-à-dire qu'il faut le scotcher et tout
les interruptions de ce produit, il faut un moment les sceller. Pourquoi? C'est comme aller ayant un blouson de très bonne qualité et ne pas fermer la fermeture éclair. Donc, on minimise l'action du produit. Ensuite, on va avoir une autre membrane. L'autre membrane, c'est ce qu'on appelle un pare et un frein vapeur. Son rôle à elle est un petit peu différent de l'écran de sous-toiture. Pourquoi? Parce que ce produit est toujours étanche à l'air. Donc, ça va nous permettre, comme le thermos, de maximiser ma fraîcheur ou ma chaleur selon les saisons dans mon habitat. Mais lui, il va réguler. C'est pour ça qu'on appelle pare et frein, parce qu'il va freiner ou parer la vapeur. Par rapport à ça, il y a une caractéristique qui existe qui s'appelle la valeur SD. La valeur SD, ça veut aujourd'hui exprimer l'ouverture de ces membranes à la vapeur d'eau. Reprenez le cas de mon Kawaii et de mon Gore-Tex. Un Gore-Tex, par exemple, va avoir une valeur SD très faible, c'est-à-dire que dès lors où il va rencontrer de la vapeur d'eau, il va la laisser s'échapper très rapidement. En revanche, mon Kawaii, quand il rencontre de la vapeur d'eau, il va la bloquer. Donc, on pourrait dire que mon Kawaii a un effet plus par vapeur et mon Gore-Tex a un effet hautement perméable à la vapeur, type écran de sous-toiture par pluie. Une donnée qui est souvent méconnue, qui est beaucoup plus facile à comprendre, qu'on met nous sur nos fiches techniques, c'est la valeur DVA. La valeur DVA, c'est une valeur qui exprime aujourd'hui la quantité de vapeur d'eau qui passe dans mon produit par mètre carré par jour. C'est beaucoup plus facile de comprendre ça, c'est-à-dire que un écran de sous-toiture, si je prends une valeur DVA, laisse passer 1500 grammes de vapeur d'eau par mètre carré par jour. Si je prends mon pare-vapeur normé DTU, le produit qu'on vend plus en France, il laisse passer 1,5 g par mètre carré par jour. Donc, vous voyez la différence de passage de la vapeur. Mais ces deux produits sont étanches à l'air. Alors, par exemple, un écran de sous-toiture. Je vous ai mis une des vitrines technologiques de nos produits, qui est un produit en polyester, donc un produit nouvelle génération, avec un film central monolithique. Une garantie de 25 ans et surtout une stabilité aux UV en chantier, c'est-à-dire que le produit peut rester ouvert très très long. La norme française donne 7 jours. Nous, aujourd'hui, sur ce produit, on donne une garantie de 12 mois. Donc, on est véritablement sur le produit vitrine, fer de lance de la marque. Vous voyez en bas à gauche, vous avez la valeur SD de 0,1. Donc, une valeur SD très faible. Je laisse passer la vapeur très rapidement. On voit aujourd'hui le produit posé, donc on va le mettre juste le produit est mis bien avant le litho et contre-litho, et ensuite vous avez la couverture qui est posée. Vous voyez bien ici que toutes les interruptions sont réalisées et sont scotchées. Et toutes les pointes que vous avez pour le contre-litho sont scellées. C'est un critère très très important pour garantir l'étanchéité à l'eau de nos toitures. Alors par rapport à ça, il y a énormément de produits déjà chez Rivega, mais aussi chez nos confrères et sur le marché. Pour cela, on a créé un module que je n'expliquerai pas aujourd'hui, mais dans un prochain webinaire, sur la qualité des écrans de sous-toiture. Pourquoi? Parce que vous avez un monde entre le produit que je vous ai présenté et des produits standards comme la DO 135, qui sont des produits aujourd'hui les plus vendus sur le marché français. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un pare-vapeur, un frein vapeur. On a vu qu'il y avait deux typologies de membranes. Alors, c'est des membranes qui aujourd'hui sont toujours garanties étanches à l'air, mais à l'inverse vont avoir un SD qu'on voit en bas à gauche plus haut, c'est-à-dire que quand elle rencontre la pare-vapeur, la vapeur d'eau, elle va la freiner, voire la stopper. C'est pour ça qu'on a une valeur SD de 20 mètres. On voit des photos de pose. Donc là, le pare-vapeur et le frein-vapeur se met toujours avant l'isolant. Et l'écran de sous-toiture ou le pare-pluie se met après l'isolant. Là encore, vous avez peut-être déjà dû en entendre parler, des freins, des pare-vapeurs, il y en a différentes valeurs et on peut vite s'y perdre. Par rapport à ça, Rivega a créé un outil qu'on verra ensuite et des solutions qui vont vous permettre de vous guider. Qu'est-ce que cet outil?
Rivega Hygrotherm Europe, c'est quoi? On a un bureau d'études à demeure qui permet de réaliser des études chantier. Donc, vous nous donnez le complexe isolant de vos clients, de l'artisan, le bureau d'études va donner l'isolant, l'habitation et le chantier. Et par rapport à ça, il va y avoir un calcul qui va être fait pour voir s'il n'y a aucun risque de condensation dans le complexe isolant. C'est la manière théorique la plus précise que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que c'est utilisé avec des logiciels qui sont connus et reconnus par les thermiciens qui s'appellent Woofy. Donc, c'est un gage aussi de qualité et de reconnaissance. Et par rapport à ça, on arrive à remonter sur des chantiers publics et surtout aider nos clients et les accompagner. Alors là, on a vu tout ce qui était l'enveloppe. Ensuite, on va voir tout ce qui est points singuliers. Les points singuliers, aujourd'hui, sont primordiaux. Pourquoi? Parce que là où passe, comme on l'a vu, je vous ai expliqué, les interruptions, le scotch, la liaison entre les dalles, la liaison entre la menuiserie et la maçonnerie, tout ce qu'on peut le voir sur cette petite maison, là où passe l'air, passe le bruit, et surtout, il va y avoir un échange thermique entre l'intérieur et l'extérieur, au risque là aussi de créer un point de condensation qu'on va voir après, et donc des problèmes dans les nouveaux bâtiments. Alors, une chose importante, je vous ai parlé de beaucoup de termes, mais il ne faut jamais, il ne faut pas, surtout pas confondre, et ce qui est très souvent fait, entre l'étanchéité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau. Pourquoi? Puisque, comme je vous l'ai expliqué, un écran de sous-toiture ou un pare-pluie est étanche à l'air. Pour bien signifier les choses, prenez le terme, le produit est étanche au vent, puisque l'air qui vient de l'extérieur, c'est du vent. Et l'air à l'intérieur est de l'air. Donc, on va parler, l'étanchéité à l'air et l'étanchéité au vent sont deux termes bien distincts, mais les deux membranes ont cet effet. Rappelez-vous le Kawaii et le Gore-Tex. En revanche, ces produits-là n'ont pas la même perspirabilité, comme on l'a vu. Ils n'ont pas la même manière de faire passer la vapeur d'eau. Alors pourquoi l'étanchéité à l'air, elle est primordiale et fondamentale? On va évidemment, dans un premier temps, éliminer les entrées d'air. Prévenir les éléments structurels. À un moment, vous allez avoir des éléments dans un bâtiment, dans une maison qui vont bouger. Donc, si vous n'avez pas prévu de gérer cela, vous allez avoir des trous et des fissures qui vont se créer et donc des déperditions thermiques. Éviter, et c'est la plupart du temps le cas de certains litiges sur des nouvelles maisons, on a le cas où les gens pensent qu'ils ont des infiltrations, mais c'est juste un problème d'étanchéité à l'air. Pourquoi? Parce que vous avez un problème de condensation interstitielle. Pourquoi? Parce que l'étanchéité à l'air a été mal réalisée. Et il y a une chose aussi importante, c'est qu'on va augmenter notre confort intérieur. Vous avez peut-être tous un jour eu cette sensation devant une fenêtre où vous avez des fuites d'air. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la menuiserie n'est pas autant étanche autour de la structure. Vous avez cet inconfort parce que vous sentez le froid arriver. Ça, c'est le confort intérieur. Donc, l'étanchéité à l'air va garantir aussi ce phénomène de confort intérieur. Et surtout, une dernière donnée qui est peut-être méconnue encore, c'est la correction du système de ventilation. Et oui, si à un moment mon étanchéité à l'air est mal réalisée, je vais peut-être avoir une ventilation mécanique qui va être mal réglée, et il y en a peut-être qui ont déjà connu ça, je vais avoir un problème, par exemple, à fermer mes portes ou autre. C'est pour le coup parce que la ventilation mécanique est mal réglée par rapport au volume et l'étanchéité à l'air de nos bâtiments. Alors, je l'ai dit, un critère très très important aujourd'hui de l'étanchéité à l'air, c'est le risque du point de condensation interstitielle, ce qu'on appelle le point de rosée. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Je vais essayer encore une fois d'être très simple. Le cas, quand vous prenez votre douche, le point de rosée, vous le lavez sur votre miroir. C'est le point de condensation, c'est quand vous avez une surface froide et une surface chaude qui se rencontrent. Donc là, on le voit sur mon tableau. L'exemple, j'ai 60% d'humidité, j'ai 20 degrés dans ma pièce. À 12 degrés, ma vapeur d'eau de gaz va se transformer en liquide et donc en eau. Et le risque dans nos bâtiments, c'est quoi? Eh ben, c'est que ça se transforme dans l'isolant, et un isolant mouillé, c'est comme un pull mouillé, il vous ne donnera pas satisfaction pour le froid. Donc, c'est un critère très, très important. Et comme je vous disais, les litiges, très souvent, sur les problèmes d'étanchéité à l'air,
on pense que ce sont des fuites d'eau, alors que ce n'est que des problèmes d'étanchéité à l'air et de condensation. Ici, rapidement, je voulais mettre en évidence le fait qu'une membrane HPV qu'on voit ici au-dessus, qui va laisser passer la vapeur, un isolant et la barrière jaune que vous voyez ici, qui est un pare-vapeur, va réguler la vapeur d'eau et ensuite la faire passer. Dès lors où vous avez un problème, une fuite, comme on le voit ici, c'est par exemple un frein vapeur qui n'est pas bien scotché, pas bien scellé, une fente d'1 millimètre sur 1 mètre carré, c'est 800 grammes de vapeur d'eau, alors que le produit, s'il est bien scellé, c'est que 15 grammes. Donc vous imaginez que la moindre fissure aujourd'hui d'une enveloppe dans le bâtiment, les conséquences peuvent être assez graves. De la même manière, je ne scelle pas mes écrans de sous-toiture, mon pare-pluie, je ne gère pas bien cette fermeture comme je vous l'avais expliqué au vent, je vais créer ce phénomène inverse, c'est-à-dire que mon air, par exemple, en été sur le petit schéma de droite, je vais créer de l'air humide qui va rentrer dans mon isolant et encore une fois, je crée ce risque de condensation dans l'isolant et de ma vapeur d'eau qui se transforme en liquide. Alors par rapport à ça, quels sont les outils qu'on peut avoir? Vous avez tout ce qui est la gamme R3 chez Rivega, qui sont tout ce qui est étanchéité à l'air. Et je vous ai mis un des best-sellers de nos produits, qui est le USB Tape 1PE, qui est un adhésif d'étanchéité. Qu'est-ce qu'a ce produit-là? C'est un adhésif aujourd'hui qui est souple, donc qui permet de bien gérer les points singuliers, qui est armé, donc résistant, qui a une garantie qui correspond aux garanties de nos écrans qu'on a vus tout à l'heure, et qui a une stabilité aux UV très très importante. Je vous montre aujourd'hui des photos de pose, là où le produit peut être mis en place. On le voit par exemple sur la photo de gauche sur un frein vapeur. Sur la photo du milieu, vous le voyez, c'est tout ce qui est géré, les points singuliers, l'hydraulique, l'électrique, donc bien étancher toutes ces petites parties qui sont primordiales. L'écran de sous-toiture que vous voyez à droite, pourquoi? Parce qu'on va permettre de créer une continuité de notre enveloppe extérieure, de mon écran de sous-toiture ou de mon pare-pluie, dans le cas où il y a de la pluie, et surtout aussi de l'air. Reprenez l'exemple de mon manteau avec ma fermeture éclair. L'adhésif va me permettre de fermer mon manteau. Ensuite, je vais avoir des produits plus spécifiques, des produits qui permettent de gérer des points singuliers, comme les menuiseries. Le FDB Vario, ce produit, c'est un produit qui est aujourd'hui plâtrable, donc on va pouvoir refaire tenir le crépi dessus, et lui, il va créer ma liaison entre ma menuiserie et ma structure portante. Donc ça peut être une ossature bois, de la brique, du parpaing, du béton banché. Il va créer cette continuité d'étanchéité. Pourquoi? Parce que les mousses, si on met que les mousses ou les acryliques, à terme, vous allez avoir une perte d'étanchéité. Pourquoi? Parce que vous avez des dilatations de matériaux qui s'effectuent et donc on perd cette étanchéité à l'air. On le voit ici, le produit en plus, on a créé un produit qui est universel intérieur et extérieur. C'est-à-dire qu'on met le même produit en termes de valeur SD, on met le même produit à l'intérieur et à l'extérieur pour faciliter la pose pour les artisans. Et on a créé une bande dessus que l'on voit, donc peu importe la manière dont l'on pose la menuiserie, vous avez différentes poses de menuiserie, je l'expliquerai dans un prochain webinaire vraiment dédié à cela. Mais il faut savoir qu'on a des produits qui permettent de faciliter cette étanchéité. C'est un critère très très important parce que plus de 90% aujourd'hui des maisons qui ont été testées à l'étanchéité à l'air, après 5 ans, ont des problèmes de fuite sur les éléments électriques et les éléments de la menuiserie. Donc c'est un point singulier très très important et qui sera évidemment primordial pour 2020 et 2021. Alors là, on a vu les solutions produits. Je vous ai montré aussi qu'on pouvait vous accompagner sur le choix des membranes avec notre bureau d'études. Mais une chose la plus importante, c'est qu'on peut avoir de très bons produits. Si à un moment, les produits sont mal posés ou on ne comprend pas comment bien les poser et améliorer au maximum ces produits, on a voulu faire le choix de se mettre en partenariat avec une société qui s'appelle Practiformation. Cette société fait de la formation
continue, mais surtout à une typologie de formation pour la pose de nos produits par le geste. Alors, c'est quoi par le geste? C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que ces produits-là, il fallait les faire poser. C'était très bien de faire comme je suis en train de vous expliquer sur un slide, mais aujourd'hui, ils se déplacent avec des maquettes que vous voyez sur la photo. Une formation qui dure 2 heures. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on va apprendre et accompagner les artisans à utiliser tous ces nouveaux produits, à ne pas à faire attention aux points singuliers, comme je vous ai expliqué. Comme on le voit sur la photo, les chiens ainsi, qui sont une particularité qu'on connaît de construction sur le marché français. La gestion avec les Velux, avec les évents, tous ces points-là qui vont être primordiaux demain pour notre construction. Et donc, c'est une formation qui est accréditée en plus par l'État. Donc, l'intégralité du coût de cette formation est remboursée par l'État. On a déjà effectué plusieurs formations sur le marché français et on a aujourd'hui un retour très, très positif des artisans. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le sentiment d'apprendre quelque chose, mais surtout d'apprendre de la manière où eux, ils travaillent, c'est-à-dire en faisant. Et donc ça, pour nous, c'est un critère très, très important pour parler aux utilisateurs, donc avec la société Practi. Ensuite, vous pourrez retrouver nos solutions et tout ce que je vous ai présenté sur le site Rivega, où vous avez le nouveau catalogue qui vient de sortir et qui est téléchargeable en format PDF. Vous avez aussi toutes les fiches techniques détaillées. Sur le site internet, pour finir, vous avez aussi l'intégralité des coordonnées des personnes qui gèrent votre secteur. Vous avez même mon numéro si vous le souhaitez, ou par mail ou par téléphone directement. Merci en tout cas de votre attention. J'ai fini pour la première présentation de la société Rivega et les enjeux et comment Rivega répond aux enjeux de la construction. Alors, si vous voulez, je vais prendre 1 ou 2 minutes si vous avez des questions pour répondre à vos questions. Alors, effectivement, je vois une première remarque. La formation Practi, c'est 2 jours de formation. Mais l'intérêt de cette formation, c'est que c'est les formateurs qui se déplacent vers vous. C'est une chose très très importante parce que c'est une société qui est du nord de la France. Mais il faut savoir qu'on a eu un premier groupe de formation qui a été fait par exemple sur le secteur de Bordeaux. Et donc, c'est la société Practi qui est venue avec ses maquettes et qui a créé cette formation pendant 2 jours. Donc, effectivement, c'est bien 2 jours de formation et l'intégralité du coût est pris par les organismes de formation professionnelle. Alors, j'ai une autre question. L'étanchéité à l'air est-elle importante quand on rénove? Alors, c'est une très très bonne question. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce que je vous ai parlé, je vous ai beaucoup parlé du neuf. Et en préambule, je vous ai montré un petit peu, je vous ai montré que la rénovation, effectivement, par rapport où on est aujourd'hui, le parc immobilier, c'est un enjeu majeur. Évidemment, dès lors où je pose 2 isolants, je dois mettre mon isolant étanche à l'air et surtout que cet isolant soit toujours au sec. Et comme on l'a vu avec les produits, si c'est toujours au sec, c'est qu'on contrôle la vapeur. Donc, on va mettre un frein au pare-vapeur et là, on va choisir quelle typologie de produit. Très bien, je vois qu'il y a même une personne qui fait partie du webinaire qui a fait la formation et qu'en est satisfait. Donc, ce qu'on disait aujourd'hui pour nous, c'est un outil très important. Ça permet de mettre au concret la gamme, les produits et surtout de vérifier et d'accompagner nos professionnels et nos artisans qui utilisent nos produits et qui puissent bien les utiliser et maximiser leur efficacité. Alors, une autre question, je vois. Donc, est-ce qu'on doit faire un calcul sur… Alors, sur le calcul, je vous ai parlé du calcul thermique, qui est aujourd'hui un service que l'on doit rendre, qu'on peut rendre pardon, gratuitement. Alors, par rapport à ça, on n'est pas obligé de faire à chaque fois un calcul, mais il faut savoir, je vais vous donner un exemple pour répondre mieux à cette question. Dès lors, nous, on a fait ces calculs-là, on les fait très souvent quand il y a un nouveau complexe, c'est-à-dire c'est un nouvel isolant, ou c'est une nouvelle manière de poser et il y a un doute. On l'a fait aussi beaucoup pour des chantiers publics, on l'a fait pour des piscines, des salles de sport ou autres, où là, on va avoir des critères qui sont plus importants et on a besoin de se vérifier de manière très précise avec le bureau d'études. Et c'est là où on rentre en jeu et on peut accompagner les revendeurs et les artisans.
Merci en tout cas. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie pour cette premier. On a fait un premier webinaire de 40 minutes. Je voulais que ce soit relativement court pour vous expliquer les grands principes. Si cela vous plaît, je ferai dans 2 semaines avec un thème bien plus précis. Je pense que je reviendrai avec un thème et on approfondira des données où là j'ai voulu rester plus générique, plus expliquer un petit peu ce que pouvait offrir Rivega. Et donc j'essaierai de faire ça sur les mêmes journées dans 2 semaines et je vous inviterai par rapport à cela. Merci à tous et bonne fin de semaine. À bientôt.